quand nous contractions une relation financière avec que ce soit des États ou des groupements d'intérêt économiques internationaux ou autres, qu'on puisse être bien outillés pour contracter en fait des dettes qui ne nous mènent pas dans le gouffre, mais en réalité qui nous aident à mieux nous relever. Donc ça, ce sont des exemples comme ça que je donne pour vous montrer aujourd'hui l'étendue des défis qui existent dans la période post-Covid-19. Et enfin, pour terminer dans ma présentation, je disais à un collègue, si je pouvais synthétiser mon ouvrage. Dans l'ouvrage, j'ai traité la question de la théorie du capital humain. Pour paraphraser Senghor, qui disait que l'homme est au début et à la fin de tout développement, qu'en réalité, aucun pays ne peut réussir le développement sans pour autant bien former sa population. Et donc, la théorie du capital humain, aujourd'hui, qui traduit l'accentuation de l'éducation, de la formation, la qualification au niveau de notre population, il y a 3 prix Nobel en économie qui ont été primés grâce à leurs travaux centraux sur la théorie du capital humain. Il s'agit de Gary Becker. Gary Becker a été primé prix Nobel d'économie grâce à ses travaux sur le capital humain. Il y a Theodore Schultz également, qui est un brillant économiste américain, qui a été primé également grâce à sa théorie sur le capital humain. Et également, l'année passée, en 2019, la deuxième femme à obtenir le prix Nobel d'économie, qui est Esther Duflo, qui est une Française, enfin, pas française, mais qui est aussi de nationalité américaine, a été primée grâce à ses travaux sur le capital humain. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, le défi de l'éducation, de la formation, de la qualification, nous devons le relever si nous souhaiterons réussir la période post-Covid-19. Et ça passera nécessairement par un reprofilage des budgets qui sont alloués, parce que, rappelons-le, l'État du Sénégal dépense 40% de son budget sur les dynamiques d'éducation. D'accord, éducation, formation, ils sont aujourd'hui à 30%, même si c'est 40% qui est visé. Il y a également la santé, où aujourd'hui l'État du Sénégal, c'est 5% de son budget, alors que l'État du Sénégal, dans une politique dans une lettre sectorielle de la santé, préconisait 15% du budget qui doit être alloué à la santé. Alors, et également sur l'agriculture également, le protocole de Maputo de 2003 demande aux États africains de mettre 10% de leur budget. Aujourd'hui, l'État du Sénégal est à 8%. Mais, au demeurant, l'éducation nationale doit être une priorité, la formation doit être une priorité, et pour ça, il faut un remodelage du budget et également une étude approfondie sur les curriculums, les formations qui doivent être en éducation avec le marché du travail, qui ne devraient plus être des formations génériques, qui n'ont aucun lien avec le marché de l'emploi, et qui doivent être basées sur des études d'impact, des études d'impact et des études également de différents organismes privés ou publics qui permettraient à notre gouvernement de mieux affiner l'offre éducative et l'offre de formation dans notre pays. Donc, en gros, c'est ça que je voulais dire par rapport à ma présentation, pour dire que tout ce que j'ai écrit dans l'ouvrage, qui est de 250 et quelques pages, je ne pourrais pas le développer ici. Donc, je préconise ceux qui veulent de se rapprocher de Youssou pour disposer d'un exemplaire. Et donc, à la suite de cela, je crois que nous continuerons nos échanges pour mieux analyser les faits qui gouvernent aujourd'hui les politiques post-Covid-19. Donc, Youssou, voilà ce que je peux dire en termes de présentation et laisser la place maintenant au débat. Merci, Dr Diagne. Voilà, merci pour l'économie que vous avez, l'économie du contenu de votre livre que vous venez de nous présenter. Bon, en résumé, avant de donner la parole à mes amis et camarades du CRAC et les sympathisants du CRAC, pour résumer, vous avez d'abord fait un état des lieux par rapport à tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Vous êtes allé aux États-Unis où vous avez fait état de 20 millions d'emplois perdus depuis avril. Donc 12 millions en France, 20 millions aux États-Unis. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite avec les deux mamelles de son économie, qui est le tourisme économique et le pétrole. Il y a eu une baisse du prix du baril du pétrole. Il
Il y a aussi la suspension du Hajj aux étrangers qui ont impacté sur l'économie de l'Arabie saoudite. Vous avez parlé de la Chine avec la récession au niveau des compagnies aériennes. Il faut rappeler aussi, je pense que vous l'avez mis dans votre livre, que la Chine, je pense que c'est près de 30% de tout ce qui est commerce extérieur avec l'Afrique. Donc, ça pèse lourd sur notre économie. Et vous avez donc, après cela, vous avez parlé un peu du cas du Sénégal qui a été fortement impacté, ce qui a déclenché un investissement de l'État jusqu'à hauteur de 1000 milliards décaissés. Je pense qu'une partie de ces 1000 milliards-là, ce sont les fonds sénégalais. Il y a une autre partie, je pense que ça vient d'un prêt, d'un emprunt auprès de la Banque mondiale ou bien du FMI. Il y a une remise fiscale en termes de mesures de l'État pour alléger les populations par rapport à cette accession-là due à la crise sanitaire. Il y a eu une remise fiscale de 602 milliards pour les entreprises à création de richesses. Donc, il y a un plan de résilience qui a été mis en place. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, sur le terme plan de résilience. Donc, un plan de résilience qui a coûté à peu près 7% du PIB national. Après cela, vous avez aussi noté les impacts sur le taux de croissance. On attendait 6%, on était dans l'ordre de 6% ces dernières années. Là, on va aller jusqu'à 1,1%. C'est ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire économique du pays. Vous avez parlé des secteurs qui ont été aussi impactés, à savoir les BTP, l'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie, etc. Donc, fort de tout cela, vous avez demandé qu'on change tout ce qui est politique budgétaire pour faire face aux chocs conventionnels, ce sont les taux de change, les fluctuations de taux de change, taux directeur, taux d'intérêt, etc. Vous avez demandé aussi à ce qu'on change aussi tout ce qui est politique monétaire. Vous prenez notamment pour une monnaie unique de la zone UEMOA, CEDEAO. Je pense que c'est CEDEAO. Vous prenez pour un éco-CEDEAO, donc pour une souveraineté côté devises et monnaie. Et une banque centrale en notre nom, qui nous appartient. Vous avez aussi indexé une meilleure gestion de la dette, une dette qui est contractée pour la plupart dans le cadre d'un partenariat public-privé, donc notamment avec l'autoroute à péage. Le TER, je ne sais pas si c'est un PPP, mais je pense que c'est dans ce sens-là. Donc, vous avez notifié qu'il y a beaucoup les populations respectent beaucoup ce modèle-là, les usagers en particulier, notamment la cherté du service, pour ne parler que du cas de l'autoroute à péage. Vous avez parlé aussi de la réforme des services publics, de l'administration. Donc, il y a à faire. Vous avez donné quelques axes d'amélioration de ces secteurs-là. Vous avez demandé aussi à ce qu'on mise sur le capital humain, donc sur l'éducation, la formation, la capacitation des populations, à travers maintenant un reprofilage, parce que le budget actuel est de 30% pour l'éducation et l'enseignement par rapport au budget national. Bien vrai qu'on vise 40%, vous avez pensé qu'il était bon de faire un reprofilage. Aussi, faire des études d'impact, pour véritablement orienter le budget. Vous avez aussi parlé d'investir sur la santé, le secteur de la santé qui a été mis à rude épreuve avec la crise sanitaire, a fait ressortir beaucoup de nos failles, pas trop au niveau humain, parce que je pense que les professeurs Seydi et autres, et tous les acteurs phares de cette lutte contre le Covid, du secteur de la santé, ont fait leur preuve, ont montré qu'ils sont très compétents. Maintenant, ce sont les infrastructures qui me restent. Donc, en résumé, vous avez parlé de quelques solutions qui vont permettre à ce qu'on surmonte cette crise-là. Maintenant, je pense que j'ai essayé de résumer à peu près votre exposé. J'espère que ça a été fidèle. La parole est donnée aux gens, à mes camarades, à mes amis, pour poser des questions. Donc, on va prendre par série peut-être de 3 à 4, même voire 5 questions. Le professeur, le docteur va y répondre. Ensuite, on va redonner encore la parole. En tout cas, on a jusqu'à 19 h. À partir de 19 h, on va conclure. La parole vous est donnée. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent lever la main. Je partage l'écran pour vous montrer où, pour ceux qui ne connaissent pas, où il faut aller pour lever la main.
Voilà. Ah, c'est bizarre. Bon, je vous montre tout juste, j'essaie de vous montrer ça, mais mon écran n'est pas, voilà, peut-être là, ça ira mieux. Bon, j'ai du mal à retrouver ce bouton-là. Maintenant, ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent le prendre directement, en attendant que je retrouve peut-être l'icône là. Donc, allez-y. Bonsoir Youssoufa. Bonsoir Aïssatou. Allô? Bonsoir à tous. Bonsoir Youssoufa. Bonsoir Aïssatou. Je vous remercie de m'avoir invité à la présentation du docteur Souleymane Ndiaye, que je félicite au passage. Je remercie aussi tout le cadre et remercie et vous encourage. C'est par rapport aux défis et enjeux il a parlé tout à l'heure de l'éducation et de la formation, un domaine que je maîtrise mieux que les autres. Donc, au moment avec la note conceptuelle du ministre qui est là, Dame, on a rattaché, avec la réforme, on a rattaché la direction de l'emploi à la formation professionnelle. Parce que les orientations de la direction de l'emploi constituent une continuation de la formation professionnelle. Mais avec la situation du Covid, il y a un problème avec les centres de formation qui constituent les centres ressources. Comme l'a dit le docteur, les budgets des centres de formation ont été revus à la baisse. Et on a misé sur une autonomisation de ces centres qui doivent faire des activités de génération de revenus pour avoir des moyens pour fonctionner. Maintenant, avec le Covid, nous savons que les activités de génération de revenus des centres, c'est soit ouvrir des unités de production artisanale par rapport à ce qu'ils font, ou bien, comme d'autres structures comme l'ENPEPS ou les autres, c'est organiser des séminaires, proposer des prestations de services. Et avec cette situation de Covid, il y a eu, bon, presque, il ne fonctionne plus. Donc, quand on va reprendre, il y aura un problème. Il y aura un problème avec le budget que l'État propose. Les établissements auront du mal à fonctionner. Et comme l'a dit le docteur, avec 30% de budget qu'on a dit, et même ces 30%-là, est-ce que ces 30% sont réellement alloués totalement à l'éducation et à la formation? Il y aura un problème, il y a toujours des problèmes au niveau de l'éducation et de la formation. Donc, c'était pas une question, c'était une contribution par rapport à ce qu'il a dit. Youssoufa, merci. Merci beaucoup Aïssatou, merci pour la contribution. Sûrement le docteur reviendra là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en attendant qu'il y ait un autre pour poser une question, docteur, moi, ma question, c'était par rapport au plan de résilience, parce qu'il y a beaucoup de termes, une terminologie pas facile à maîtriser. Il y a plan de crise, plan de résilience, exactement. Est-ce que vous pouvez revenir après? C'est ma question sur ces différences de termes-là, plan de résilience et plan de crise, etc. S'il y a des questions, vous pouvez désactiver votre micro pour poser la question. Je vois que tous les micros sont fermés. Il faut profiter de la présence du docteur.
Bon, donc je vais y aller. Docteur, ma deuxième question, c'est par rapport aux ZLECLAF. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. La zone de libre-échange continentale africaine. Voilà, je l'ai vu dans votre livre et ça m'a paru fort intéressant dans la mesure où ça permettrait à ce que tout ce qui est mesures douanières, etc., fiscales, puisse être levé ou bien allégé, au moins pour tout ce qui est commerce ou bien transactions intercontinentales. Pas intercontinentales, dans l'Afrique du moins. Et ça devait être mis en application normalement en début juillet 2020. On a raté le coche avec le Covid, sûrement ça va être reporté. Alors qu'on aurait pu avoir là l'occasion de booster, comme vous l'avez dit, de 3% les PIB des États de la zone Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ça, cette zone de l'ECLAF, sa genèse et quelles sont les décisions prises après la crise du Covid? Est-ce que c'est reporté? Est-ce qu'il y a une date pour la mise en exécution, etc. Donc, c'était ça ma deuxième question, c'est par rapport aux l'ECLAF. Mansour Niang, vous voulez poser une question? Je vois son micro ouvert, mais on ne vous entend pas. Voilà, docteur, vous pouvez répondre peut-être à ces questions-là en attendant que les autres n'interviennent. Docteur Diagne? Docteur Diagne, c'est bon, vous pouvez répondre aux questions, ou bien vous êtes occupé, peut-être. Bon, peut-être le docteur Diagne a des problèmes de connexion. Moi, je le vois qui est connecté, mais son micro est fermé. Docteur Diagne, votre micro est fermé. Vous pouvez réactiver votre micro. Bon, en attendant, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'exposé du docteur Diagne? Je vois dans le groupe plein d'économistes. Je vais les titiller un peu. Voilà, je vois Souleymane Diallo qui a une question. Souleymane, allez-y. Après Meng, tu pourras prendre la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Youssoufa, merci au Dr Diagne pour sa brillante exposition. Alors, ma question est la suivante, parce que tout à l'heure, il a parlé de l'impact du Covid sur le commerce. Est-ce que c'est possible d'avoir beaucoup plus de précision? Parce que quand j'écoute un peu les autorités sénégalaises, on a l'impression que le commerce... Allô, Youssou? Allô, oui, docteur Diagne, c'est bon, on vous reçoit maintenant. Oui. Oui. Vous savez, moi, j'ai un petit problème technique. Ah, d'accord. Le réseau. Parce qu'en réalité, je suis loin de chez moi. Ah, ok, je vois. J'ai voyagé, je suis loin de chez moi, mais j'ai tenu vraiment à honorer cet engagement. Il n'y a pas de souci. Quelles que soient par ailleurs les difficultés, on va faire là. Maintenant, il y a eu des questions par rapport à ça? Oui, justement, à l'heure actuelle, il y a deux qui ont des questions. Je vais peut-être leur donner la parole pour qu'ils terminent leurs questions. Après, vous pourrez y répondre. D'accord, d'accord. Je les écoute. D'accord. Souleymane, vous pouvez continuer.
Alors, je disais, moi, ce que je voulais, c'est savoir exactement quel est l'impact du Covid sur le commerce, précisément pour le Sénégal, parce que quand j'écoute les autorités, j'ai l'impression que il n'y a que les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, en fait, ces domaines-là, des services qui sont impactés et non le commerce. Et tout à l'heure, dans son exposé, il a cité le commerce. Il peut apporter plus de précisions sur l'impact du Covid sur le D'accord, commerce. d'accord, Ça m'aiderait bien. d'accord, d'accord, Merci beaucoup. d'accord. Docteur, vous pouvez répondre à cette question-là. Après, Absolument. Abdoulaye Meng va poser une autre question. OK. Alors, d'ailleurs, si vous regardez le plan de résilience économique et sociale de l'État du Sénégal, le commerce est le premier secteur le plus touché par la COVID-19. D'accord? C'est à hauteur de les pertes sont estimées entre 56 et 60 milliards de francs CFA enregistrés dans le secteur du commerce. Mais en réalité, le secteur commercial est dominé par le secteur informel. Et le secteur informel représente en moyenne 60% du PIB du Sénégal. Alors, dans l'ouvrage, Docteur, votre micro a été fermé. Voilà, c'est bon, allez-y. Alors, bon, alors je disais que par rapport au secteur commercial, le Sénégal n'a pas dégagé une enveloppe substantielle par rapport aux différents secteurs qui sont dans le commerce. Il n'y a que la partie officielle, c'est ce qu'ils font dans le commerce officiel, c'est-à-dire c'est ce qui sont formalisés, qui aujourd'hui peuvent bénéficier des mesures de facilitation mises en place par le gouvernement. Mais toute la partie qui est dans le secteur informel aujourd'hui ne peut pas entrer dans le moule du gouvernement du Sénégal parce qu'en réalité, on va vous demander en fait des documents que vous ne seriez pas en mesure d'honorer. Et donc pour cela, vous ne pourriez pas bénéficier de l'aide gouvernementale. Okay. Mais le gouvernement du Sénégal le sait autant que nous, que le secteur commercial est le premier secteur à être touché parce que le confinement, le blocus territorial avec l'arrêt du transport interurbain a touché drastiquement le secteur commercial. Et donc, j'ai vu dans le plan, par exemple, de la Côte d'Ivoire a nommément cité le secteur informel. Ils ont mis en place un guichet de 100 milliards de francs CFA qu'ils vont octroyer d'une manière directe aux agents du secteur informel. Et donc, pour dire que dans le cas du Sénégal, ce n'est pas la même chose, mais le gouvernement ambitionne, dans des concertations qui sont déjà en cours, d'appuyer les gens qui sont dans le secteur informel et surtout qui gèrent en fait le volet commercial. C'est noté. Voilà sur la question sur le commerce. Merci beaucoup, docteur. La parole est donnée à Meng. Je ne sais pas s'il est toujours là. Meng, Abdoulaye, vous pouvez y aller pour votre question. Oui, Meng. Ah, peut-être je me suis trompé de prénom. J'ai dit Abdoulaye Meng. C'est bon? C'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Ouais, bonjour à tout le monde et merci au Dr Diagne pour son intervention et la présentation de l'économie du Sénégal que je n'ai pas tous les détails de l'économie du Sénégal, mais j'ai plus une vision globale de la situation parce que je suis un peu loin, mais je suis de près vos travaux aussi au niveau de CRAC et je vous encourage à continuer dans ce sens. Dites à monsieur de parler plus fort, on l'entend pas, j'entends pas bien sa voix. Hein? Non, mais je disais qu'en fait, bon, je remerciais le Dr Diagne de son intervention et j'encourage CRAC à continuer à mener des actions de concertation et de réflexion et d'action sur le terrain. Et ma question, la première, c'est, je pense qu'en fait, est-ce que le fait qu'on soit dans une situation compliquée, c'est-à-dire où on ne peut plus compter que sur nous-mêmes, ne pourrait pas être une autre opportunité à mettre en place ou bien essayer de penser un mode de développement qui serait beaucoup plus endogène qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant. C'est-à-dire saisir... Monsieur, je n'ai pas bien entendu votre question. Non, ma question, c'est de... Ma question, c'est de se dire que la situation économique actuelle qui isole plus ou moins les pays les uns des autres, parce que chacun s'occupe plus ou moins des problèmes économiques de son milieu, est-ce que ce ne serait pas une opportunité pour les pays comme le Sénégal et l'Afrique
pour faire deux choses. Faire en sorte qu'il y ait un mode de développement beaucoup plus endogène, donc tenir compte des ressources qui nous sont propres, développer notre agriculture, notre commerce de proximité, faire en sorte qu'on soit à même de maîtriser et les outils budgétaires et monétaires pour un développement endogène du Sénégal en lien avec les pays d'Afrique. D'accord. C'est bon, docteur, vous avez bien entendu sa question. J'ai bien entendu. En fait, ce qu'il a dit est extrêmement important parce que la crise de Covid-19 doit aujourd'hui servir de prétexte pour déjà évaluer l'efficacité de nos politiques économiques d'une manière générale. Et dans cette évaluation, on peut dire d'une manière précoce que les politiques économiques qui ont été administrées dans nos pays n'ont pas donné les résultats escomptés au regard de la pauvreté qui est galopante, au regard de la faiblesse de l'emploi, au regard également de la faiblesse de l'espérance de vie, de la faiblesse des structures de santé, des structures de l'éducation, etc., etc. Donc, on peut continuer la litanie sur ces moindres performances enregistrées par nos politiques économiques depuis le début des années 60. Maintenant, dans mon chapitre 2, j'ai fait état de ce qu'il vient de dire que, compte tenu de tout ça, il est aujourd'hui impératif de bâtir un nouveau modèle de développement sur des bases plus endogènes. Pour le cas du Sénégal, j'ai développé en fait l'avènement d'une économie locale qui est basée sur l'exploitation productive des potentialités agricoles de notre pays et également l'agriculture dans toute sa dimension, hein, pêche, élevage et autres, que ça puisse servir de base aux producteurs nationaux et locaux de se lancer dans une dynamique de transformation, mais qui cette fois-ci doit être accompagnée par une petite révolution technologique, parce qu'aujourd'hui, le maillon faible de nos économies, c'est que nous n'avons pas suffisamment une bonne maîtrise des technologies. Et donc, sans cette mesure adéquate des technologies, la productivité risque d'être très faible. Et nous ne serons pas compétitifs au regard des petits exploitants qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, etc. Et pour ce faire, il faut que l'État s'attaque dans ce domaine précis aux facteurs de production pour étudier, par exemple, toutes les questions qui ont trait à l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, d'accord, au transport urbain et périurbain, d'accord, à la fiscalité, d'accord, et au coût du capital. Donc, tous ces aspects-là doivent être revus dans cette endogénéisation de l'économie pour qu'on puisse à terme construire une économie endogène performante qui pourrait satisfaire les besoins des nationaux. Et de dire que le modèle qui a été expérimenté jusque-là n'a pas donné les fruits parce qu'aujourd'hui, c'est une fuite de notre économie. Tout ce qu'on gagne, on le dépense de l'extérieur et ça appauvrit davantage nos ménages et notre système économique. Et on ne crée pas d'emploi. Donc, pour dire que la voie sur laquelle vous avez tracé tout à l'heure avec le développement sur des bases endogènes est aujourd'hui la voie à explorer pour réussir la période post-Covid-19. Ok, docteur, c'est bien noté. Est-ce qu'il y a une autre question? La parole vous est donnée. Si vous avez une question, vous pouvez la poser directement. Sinon, vous pouvez me lever la main aussi si vous le désirez. Mais pour résumer ce que le docteur vient de dire, donc pour ce qui concerne la question de Souleymane Diallo, donc l'impact sur le commerce est bien là, avec un chiffre estimé à 50 voire 60 milliards de francs CFA. Et puis, il a souligné le fait que non seulement ça impacte, mais peut-être même cette mesure-là n'est pas exhaustive dans la mesure où le secteur informel prédomine, en fait, dans le PIB, dans le commerce en particulier. Donc, 60% du PIB vient du secteur informel. Donc, certainement, l'évaluation ne prendra pas exhaustivement en compte cet aspect-là. Donc, il a cité quelques facteurs qui ont fait qu'il y a eu cette récession-là. Donc, le blocus au niveau du transport interurbain a fait que le commerce a été mis au ralenti. Il y a aussi des fonds qui ont été dégagés, mais malheureusement qui ne seront destinés qu'aux entreprises de commerce mais formalisées, parce qu'il y a beaucoup trop de paperasses qui ont été demandées, qui vont donc faire qu'ils ne seront pas bénéficiaires. Il a donné le cas de la Côte d'Ivoire qui a investi 100 milliards pour redresser le secteur informel. Donc, le Sénégal devrait prendre cet exemple-là. Ce qui concerne la question d'Abdoulaye, donc, qui a préconisé pour un mode de développement plus endogène, donc plus nationaliste, si je puis m'exprimer ainsi. Donc,
pour profiter de cette crise, donc revenir à nos valeurs et à nos atouts internes. Donc, le docteur a aussi acquiescé cela l'a abondé dans le même sens. Donc, c'est un prétexte pour évaluer la politique économique et aller vers une dynamique de transformation, surtout du côté de l'agriculture. On doit aller vers une dynamique de transformation basée aussi sur la technologie. Donc, faire des études de projet, que ce soit sur l'eau, la fiscalité, l'énergie, tous ces facteurs-là qui sont intrinsèquement liés au développement de l'agriculture. Un secteur quand même primaire, mais qui est prépondérant pour le développement de l'Afrique. Je pense que c'est 60% du PIB de l'Afrique, si je ne m'abuse. Donc, s'il y a d'autres questions aussi, vous pouvez les poser. J'ai une deuxième question. Allez-y, Abdoulaye. Ouais, en fait, là, c'est par rapport bon, là, c'est l'exemple que j'ai vu par rapport aux conséquences de l'inondation, des inondations. En fait, on voit que globalement, il y a une anarchie au niveau de la construction. Donc, comment ça s'appelle, que la loi n'est pas forcément respectée par les opérateurs économiques. Peut-être qu'elle n'existe pas. Peut-être qu'il y a en fait, un problème d'explication. Parce que souvent, en fait, le docteur a parlé d'une économie institutionnelle. Comment on fait pour transmettre aux populations dont la plupart est analphabète des mesures d'une économie institutionnalisée en parlant de budget, en fait, faire en sorte que les opérateurs économiques, quels qu'ils soient, en sachant que 60%, d'après les chiffres qui ont été avancés, travaillent dans l'informel, faire en sorte que ces opérateurs économiques qui jouent un rôle souterrain, mais c'est très important, puissent avoir des éléments qui leur permettent mais de comprendre déjà la politique économique définie au niveau national et pouvoir en profiter. Et là, c'est le problème du respect de la loi, des valeurs que les uns et les autres peuvent avoir pour respecter les normes qui sont édictées et ainsi de suite. C'est parler des valeurs et de l'économie et de l'institution. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Docteur Suleiman, si vous pouvez répondre à cette question-là. Si je l'ai bien compris, en fait, c'est le rôle, en fait, l'idée est de faire respecter les lois relatives aux normes d'urbanisme, par exemple, et de construction aux opérateurs, par les opérateurs économiques en vue d'éviter des préjudices tels que les inondations, etc. C'est vrai que le sujet d'aujourd'hui porte sur le Covid, mais c'est l'occasion de rebondir là-dessus, tout en rappelant que la semaine prochaine, le 19, nous avons comme invité monsieur Serine Touré, qui est ingénieur polytechnicien, mais spécialisé en hydraulique et assainissement, DG de SIAT. Donc, qui sera notre prochain invité pour venir nous parler de tout ce qui est plan de développement côté assainissement, etc., plan directeur assainissement, tout ce qui a été édicté par l'État en vue de lutter contre ces inondations-là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, donc les causes et les solutions. Donc, docteur, si vous avez entendu la question, vous pouvez y répondre en attendant d'autres questions. Docteur Diagne. Allô, docteur Diagne. Votre micro est coupé. Allô, docteur Diagne, peut-être là des problèmes de connexion. Bon, je vais l'appeler. En attendant, s'il y a d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Le temps que je l'appelle pour voir s'il a des problèmes de connexion ou pas.
Allô, docteur Diagne, c'est bon? Là, vous avez pu vous connecter? Bon, on va patienter le temps qu'il se reconnecte, ou bien le temps qu'il trouve une solution. Juste pour dire que, pour annoncer peut-être les prochains webinaires. Donc, tout à l'heure, on parlait du webinaire du 19 qui porte sur l'assainissement avec comme invité l'ingénieur Céline Touré, spécialiste en hydraulique et assainissement. Nous avons prévu pour le 10 octobre, là c'est encore loin, mais c'est pour le 10 octobre, nous avons prévu Madame Kharidienne, qui est très connue dans le monde de l'entrepreneuriat, donc suite à l'intermédiation de notre SG, Patendoy. Donc on est arrivé à la décrocher pour un webinaire qui va porter sur l'entrepreneuriat. À la date du 3 octobre, mais on risque de ramener ça au 26, donc semaine prochaine, l'autre semaine du mois, dans 2 semaines. Il y aura un webinaire sur l'éducation et l'enseignement. Notre invité, c'est le général Mamadou Seck, ancien SEMGA, chef d'état-major des armées. Certains peuvent se demander pourquoi on invite un SEMGA pour un webinaire sur l'éducation et l'enseignement. Mais juste pour rappeler que chez Seck, le général Seck a été commandant de l'école polytechnique de Thiès dans les années 80, fin 80, début 90. Il a aussi été directeur de l'ENSOA. Donc, tout ce qui est enseignement, sans compter ses compétences en termes de direction, je pense qu'il a eu la direction du génie militaire. Donc, si on associe la rigueur militaire à ses compétences d'enseignant et de directeur d'école, je pense que c'est une personne ressource qui pourrait nous parler de son expérience sur l'éducation et l'enseignement, peut-être nous donner des pistes d'orientation pour que, en fin de compte, CRAC puisse faire un document dans le sens de l'éducation suite à nos benches qu'on a eu à faire en interne par les membres même. On va regrouper le maximum de documents pour pouvoir faire une sortie peut-être médiatique ou bien écrire un livre là-dessus. C'est en tout cas parmi les projets originels de CRAC. Alors, docteur Diagne, c'est bon maintenant ou bien? Votre micro est fermé, je le signale. Youssoufa? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Aïssatou. Avant que le temps que nous puissions avoir le docteur Suleiman, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que sur un webinaire sur l'éducation et la formation. C'était moi-même. Et qu'ils vont inviter le général Seck. Oui. Oui, je confirme, hein, c'est bien ça. C'est ça, oui. C'est vrai qu'il a été à la tête de plusieurs institutions et qu'il a cette rigueur militaire. Mais par rapport à l'éducation et à la formation, il y a de nouvelles modalités et il y a eu beaucoup de textes qui sont sortis. Donc, moi, je vous proposerai, si vous pouvez décrocher le docteur Saliou Diouf, qui a été le directeur de l'NCTP, qui a décroché cette année. Il a été l'auteur de plusieurs des textes, les textes réglementaires par rapport à la réforme de l'EDFP et par rapport à l'introduction de nouvelles modalités. Donc, si vous pouvez le décrocher pour ce webinaire-là, il a le temps par rapport au nouveau directeur. Il pourrait peut-être nous apporter aussi beaucoup de choses pour une co-animation, pourquoi pas. D'accord, Aïssatou.
Il n'y a pas de souci, hein. On est ouvert et on n'est pas limité à un panéliste. En fait, c'est une série de panélistes. Donc, quand on prend un domaine tel que l'éducation et l'enseignement qui est assez vaste, donc l'objectif, c'est de décrocher le maximum d'intervenants qui ont les capacités, les compétences, qui ont déjà exercé dans ce secteur-là. Donc, quand on parle de... Il a été pendant longtemps le directeur de la formation professionnelle et ensuite il était le directeur de l'NCTP. Donc, c'est bon. On va le contacter pour que peut-être après le 10 octobre, parce que là, on a des dates déjà calées, le 19, le 26, ce sera avec le général Sec. J'ai déjà calé avec lui. Donc, peut-être le 3, avec le Magal, ça va être compliqué. Je pense qu'il vaudrait mieux décaler pour que le maximum de personnes puissent être connectées. Le 10, on aura Mme Kharidienne, donc on pourra proposer ça pour le 17, Inch'Allah, le 17 octobre. Donc, vous pouvez le démarcher dans ce sens-là. On va faire un petit TDR là-dessus pour qu'il puisse savoir de quoi on a besoin. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Donc, pour chaque thème, en fait, on peut avoir plusieurs intervenants. En fait, je pensais qu'on pouvait avoir une coordination avec le général Sec. Ah, d'accord, un panel. D'accord, on va étudier cela. L'idée était que comme les webinaires, en fait, c'est véritablement pour un temps restreint, c'est pour 2 heures de temps, parce que les samedis, les gens sont fatigués, ils veulent se reposer. On va en profiter, créer un petit créneau de 2 heures de temps, histoire de remuer un peu les méninges. Donc, on pouvait caler le général Sec pour lui donner la latitude d'exprimer, voilà, de donner toute son expérience. Maintenant, on cale une autre date avec Saliou Diouf pour qu'il lui aussi puisse être à l'aise pour déballer tout ce qu'il a à dire. Donc, on programme une série parce que même le docteur Amadou Mokhtar Mbaou, on est en train de le démarcher. Le professeur Sahid Kiam, qui a créé l'université Dakar Bourguiba, on est en train aussi de le démarcher. On va avoir, surtout sur le domaine de l'éducation et de l'enseignement, qui est vital, on va avoir peut-être 5 à 6 panélistes pour que nous, membres, qu'on puisse recueillir le maximum d'idées pour maintenant proposer quelque chose, en tout cas. Parce que le but de CRAC, c'est ça, force de proposition et de contribution. D'accord, OK. Voilà, donc vous pouvez caler avec lui pour le 19 s'il est OK. Moi, je suis open, les autres aussi le sont. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK, d'accord. Bon, le docteur Diagne, apparemment, a beaucoup de problèmes pour la connexion. Il est presque 19 h. S'il y a d'autres questions, on prend. Comme ça, lorsqu'il se connecte, il répond à ces questions et puis on conclut. Sinon, s'il a des problèmes véritablement... Oui, Aïssatou? Vos 2 questions. La question sur la zone de libre-échange intercontinentale et le plan de résilience, parce qu'il y a directement à la question de Diallo sur l'impact du COVID dans le commerce. Si seulement il n'avait pas entendu, c'est pourquoi j'ai laissé. Je préfère laisser les autres poser leurs questions. Le temps qu'ils y répondent, après peut-être je repose la question. Je ne pense pas qu'il ait entendu cette question-là. D'accord. OK, je vous remercie. OK, c'est tout. Donc, je vais essayer de le joindre par téléphone. S'il décroche, qu'il nous dise exactement c'est quoi son souci. Sinon, bon, on va clôturer et se donner rendez-vous proche pour le samedi prochain. Bon, il ne décroche pas. Hein. Moi, ce que je propose, c'est que s'il y a d'autres questions, que je note ces questions-là. Bon, lui, en offline, peut-être après, il répondra à ces questions-là. Et on partagera dans le groupe WhatsApp et dans la page Facebook et Instagram, etc. Moi, c'est ce que je propose en attendant, pour ne pas trop vous monopoliser sur la plateforme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, oui, Souleymane? Alors, moi, j'avais une question encore sur le
concernant les PME, parce qu'aujourd'hui, quand on considère ce qu'a dit le professeur Diagne, le secteur informel a été laissé en rade. Aujourd'hui, quand nous savons l'apport du secteur informel dans notre tissu économique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des innovations, si je peux s'appeler ça comme ça, prévues, il y a des mesures prévues par l'État pour essayer de corriger cela, parce que cette crise nous aurait montré quand même qu'il y a des domaines clés sur lesquels il faut investir, sur lesquels il faut se focaliser. Est-ce qu'il y a des mesures prévues par l'État pour corriger cela? Une façon de formaliser, d'inciter les gens de l'informel à la formalisation et d'éviter de les marginaliser, comme ce fut le cas dans le plan de résilience. Merci. Ok, Suleiman. Bon, moi, par contre, j'avais une autre question par rapport à l'expertise extérieure, parce que lui, il a beaucoup décrié le fait qu'en fait, les experts de l'extérieur, en particulier les experts européens, eux, ils considèrent en fait cette situation de crise comme une aubaine pour venir proposer leur expertise en économie, dans tous les secteurs, en fait. Donc, ils considèrent en fait que c'est une aubaine, donc pour sauter là-dessus et puis venir inonder l'Afrique de conseils, etc. Donc, lui, il a beaucoup décrié dans son livre que j'avais commencé à lire. Donc, il demande à ce que désormais, on mette en avant l'expertise interne plutôt que l'expertise externe. Il a aussi demandé une fiabilisation des chiffres et des statistiques. Parce que sans des chiffres, des statistiques fiables, on ne pourra pas construire un modèle économique viable. Je pense qu'il en a parlé dans son livre. Je voulais qu'il revienne en détail sur cela. Le ZLEF, comme je l'avais dit tout à l'heure, la zone libre d'échange continentale africain, je pense que c'est une aubaine, une opportunité pour l'Afrique de se développer. Parce que l'espace Schengen a permis à beaucoup de pays européens de se développer sur le plan du commerce. Et nous, on a besoin de cela pour nous développer. Pourquoi tout le temps des mesures barrières, des taxes et autres qui empêchent à ce qu'on puisse vendre sans problème au niveau du Nigeria ou bien au Kenya? Il faut qu'on lève ces barrières-là. Donc, c'est la question que je voulais lui poser par rapport aux ETLAF. Par rapport aussi à l'idée, la terminologie même, plan de résilience économique. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Donc, ça aurait été l'occasion pour lui de nous expliquer en fond ce qu'est un plan de résilience économique. Donc, moi, c'était mes questions. S'il y en a d'autres qui ont des questions, je pourrais noter. Ensuite, lui poser cela en offline. On partagera dans les réseaux. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va conclure. Donc, déjà, remercier tout un chacun par rapport à sa participation. Il est 19h presque. On va vous libérer. Donc, remercier tout un chacun. Sané qui devait assurer la modération. Bon, j'ai essayé de faire tant soit peu la modération. C'est lui qui devait le faire, mais il était souffrant. C'est pourquoi il a été excusé. Il est même connecté, il nous écoute. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, remercier profondément le Dr Diagne pour sa disponibilité. Moi, je pense qu'il est hyper pris. Et bon, il a tenu à honorer ses engagements, mais ce n'était pas évident pour lui. Donc, on le remercie vivement pour sa disponibilité et l'exposé qu'il a eu à faire, qui est clair. Bon, j'ai enregistré une partie, donc on va partager ça sous audio, sous vidéo dans les différents réseaux sociaux et groupes. Remercier tous les membres de CRAC. Et en profiter pour dire que le livre est disponible auprès d'une personne, Jeanne, c'est son assistante. Donc, je vais vous donner son numéro tout à l'heure dans le groupe. Donc, si vous avez besoin d'acheter le livre, vous pourrez le faire via cette personne-là, 77 451 61 40. Donc, le livre, comme je l'ai dit, s'appelle Sénégal, le défi économique post-Covid-19. C'est une manne d'informations. Moi, j'ai commencé à lire. Faute de temps, je n'ai pas pu tout boucler. Mais n'empêche, je trouve que c'est un livre très intéressant et avec beaucoup d'illustrations, plus que même la littérature. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu as des tableaux d'illustration qui te disent carrément, voilà, le PIB, l'évolution par tête, le GDP.
etc., etc. Donc, c'est très facile à lire. Donc, je vous invite vous tous, en tant que membre du CRAC, à aller acheter ce livre-là pour renforcer vos notions en économie et autres. Donc, sur ce, je m'en vais remercier tout le monde et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, ce sera avec M. Touré, Céline Touré, qui a participé à l'élaboration de pas mal de plans directeurs sur l'assainissement et tout. Il va nous parler des problèmes d'assainissement, des causes et des solutions à ce problème-là. Merci à vous tous pour votre disponibilité. Rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci et au revoir.